Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour, je suis Alice Bruno, candidate au doctorat en médecine expérimentale à l'Université McGill. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la connexion entre la douleur et votre environnement. Oui, l'environnement dans lequel vous vivez à tous les jours. Aujourd'hui, on ne va pas parler de changement climatique ou de pollution de l'air, mais bien de l'environnement d'une personne, c'est-à-dire l'entourage habituel de quelqu'un, l'endroit où on vit, on grandit et on travaille. Dans cet épisode de Parlons douleur, on va donc parler de l'environnement social et physique avec deux invités. Dr Flavia Kapos, qui est dentiste et épidémiologiste à l'hôpital pour enfants de Seattle, aux États-Unis, et on va aussi parler de l'environnement physique et de l'environnement de travail avec Maxime Miro, qui est ergothérapeute à Ergo-Lanaudière. Tout d'abord, durant le Congrès mondial de la douleur en septembre 2022 à Toronto, j'ai eu la chance de rencontrer Dr Flavia Kapos, qui a eu la gentillesse d'accepter de faire une entrevue avec moi lors du congrès. L'entrevue s'est déroulée en anglais et on en écoute un petit extrait de quelques secondes. I'm a dentist by training and an epidemiologist. So I have specialized in the area of orofacial pain, so pain in the face, the mouth, the head and the neck from a clinical side of things. Dr Flavia Kapos est dentiste et épidémiologiste et elle se spécialise dans la douleur orofaciale, c'est-à-dire la douleur au visage, à la bouche, la tête et le cou. Elle travaille présentement à l'hôpital pour enfants de Seattle en tant que chercheuse postdoctorale. Tout d'abord, Dr Kapos a fait ses études pour devenir dentiste à l'Université de Sao Paulo au Brésil et ensuite elle a fait une spécialisation en douleur orofaciale à l'Université du Minnesota aux États-Unis. Elle a remarqué qu'il y avait beaucoup de questions sans réponse pour les patients qui souffrent de douleurs orofaciales. Elle s'est donc intéressée à la douleur orofaciale d'un point de vue de la santé de la population et elle a décidé de poursuivre ses études en recherche avec un doctorat en épidémiologie à l'Université de Washington. Avant d'aller plus loin, il y a sûrement des gens qui se demandent « Alice, c'est quoi au juste l'épidémiologie? » L'épidémiologie, c'est l'étude des rapports entre les maladies et les causes des maladies. En épidémiologie, on va surtout parler des maladies en termes de leur fréquence, de leur distribution dans la population et de leur évolution dans le temps. Par exemple, pour faire un exemple concret, une épidémiologiste pourrait faire des études sur une maladie comme le cancer et chercher à savoir dans quelle partie du monde les gens ont plus de diagnostics de cancer. Est-ce que c'est les femmes ou c'est les hommes qui en souffrent le plus? Est-ce que quelque chose dans leur environnement est lié au cancer? Est-ce que leur nourriture ou leur environnement de travail a un lien avec le cancer? Dans quelle situation les gens en guérissent? Ou à l'opposé, dans quelle situation les gens ont une progression de la maladie plus rapide? Ça, ce sont toutes des questions qu'une épidémiologiste peut se poser et faire des recherches plus en profondeur. Donc là, je vous ai donné l'exemple du cancer parce que c'est facile de faire certains liens avec le cancer. Par exemple, c'est les épidémiologistes qui ont pu dire avec certitude que les gens qui fument la cigarette sont plus à risque de cancer du poumon, mais que la fumée secondaire peut aussi augmenter le risque de cancer. Pour faire ça, ils ont dû étudier la population et faire le lien entre le fait d'être exposé à la fumée de cigarette, même si nous-mêmes on n'est pas fumeurs, et le risque de cancer. J'espère que vous comprenez un peu mieux avec cet exemple c'est quoi au juste l'épidémiologie, donc l'étude des rapports entre les maladies et les causes des maladies. Maintenant, on va revenir à notre domaine d'expertise, c'est-à-dire la douleur. Les épidémiologistes s'intéressent bien entendu aussi à la douleur et on peut se poser les mêmes questions qu'avec le cancer. Dr Kapos m'a expliqué qu'elle a fait ses recherches en épidémiologie de la douleur orofaciale, c'est-à-dire encore une fois la douleur au visage, à la bouche, la tête et le cou.
elle les a fait d'un point de vue de santé publique. Elle a donc exploré qui était plus à risque de développer des douleurs chroniques orofaciales dans la population aux États-Unis. Dr Kapos s'intéresse surtout à l'environnement social ou le contexte social des personnes qui ont des douleurs chroniques. Dr Kapos nous explique que nos relations sociales sont importantes. Elles peuvent nous apporter un support social qui vont aider les gens à mieux gérer leurs douleurs, mais aussi on parle d'avoir des interactions positives dans notre vie, comme par exemple faire partie d'un groupe social qui fait des activités qu'on aime, que ce soit un groupe d'amis qui se rencontrent pour un café, une ligue de sport amateur ou des voisins avec qui on fait du jardinage, par exemple. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Elle dit que le support social, c'est quelque chose qui ressort vraiment dans les études sur la douleur chronique. On parle ici des gens qui ont un grand support social, par exemple un époux, un parent, des amis, qui sont compréhensifs et qui vont supporter la personne qui vit avec de la douleur chronique. Eh bien, ces personnes-là vont arriver à mieux gérer leur douleur chronique justement parce qu'elles vont se sentir entourées, mais parce que les gens aussi vont pouvoir l'aider quand il va avoir des moments plus difficiles. Par exemple, en leur rendant service, en allant faire l'épicerie, en les aidant à faire du ménage ou les conduire à leurs rendez-vous médicaux ou juste vraiment les écouter. Dr Kapos explique que d'être présent pour un proche qui souffre de douleur, ça peut avoir un effet bénéfique sur leur morale, réduire leur stress et les aider à mieux gérer leur douleur dans le futur. Un des sujets qui fascine Dr Kapos également dans ses recherches sur les éléments sociaux qui influencent la santé des gens, c'est que, historiquement, les chercheurs et les cliniciens ont peu exploré l'environnement social parce que c'est quelque chose qui est difficile à modifier. Mais elle dit plutôt qu'il faut se rappeler que l'environnement social est quelque chose qui est créé par l'humain. Donc l'humain a aussi le pouvoir de faire changer les choses, de changer son environnement social jusqu'à un certain point. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer son environnement social? Dr Kapos suggère quelques pistes de solutions. Elle suggère qu'on trouve des activités qu'on aime, qui sont importantes pour nous et qui nous donnent un sens à notre vie. En particulier, elle parle d'activités qui pourraient être partagées avec d'autres personnes, parce que ça va avoir un impact positif sur notre vie. On cherche à créer un cycle positif d'interaction avec d'autres personnes qui va créer un plus grand support social et qui va aussi créer dans notre cerveau des émotions et des pensées positives, ce qui va nous distraire de la douleur chronique. Les pensées et les émotions positives qu'on vit durant les activités sociales qu'on aime vont nous encourager à nous sentir mieux et à continuer de faire cette activité, ce qui est vraiment un cycle positif qu'on souhaite avoir. Un des intérêts de recherche de Dr Kapos porte sur comment on peut modifier justement le contexte social pour les gens qui sont peut-être dans une situation financière moins aisée, qui ont moins de ressources disponibles ou qui habitent peut-être dans une région plus éloignée. Elle nous parle d'actions qui sont connectées à leurs croyances sur la justice sociale. Par exemple, on peut s'imaginer qu'une personne qui vit avec des douleurs aux dents parce qu'elle n'a pas pu se payer des traitements chez le dentiste à temps par manque d'argent pourrait sentir un grand sentiment d'injustice sociale. Se dire des choses, par exemple, comme « Hey, si j'avais eu assez d'argent, j'aurais pu faire réparer ce problème de dents-là rapidement et j'aurais pas eu autant de douleurs. » Ça, c'est des pensées comprenables. On peut penser aussi à des gens qui ont des douleurs chroniques suite, par exemple, à un accident de travail ou un accident de voiture et qui pourraient avoir aussi un sentiment d'injustice et se dire, par exemple, « Hey, si j'avais pas eu cet accident-là, je serais pas si mal à manger aujourd'hui. » Dr Kapos explique que les gens qui vivent ces sentiments d'injustice-là, lorsqu'ils font des activités qui sont reliées à adresser cette injustice, les activités ont un impact vraiment positif parce que les gens ont le sentiment de faire quelque chose de bien pour la société. Et en plus, ils sont entourés de gens qui ont des objectifs et des points de vue similaires. Par exemple, on peut penser à faire des activités de bénévolat dans sa communauté pour améliorer l'accès aux services dentaires dans la région ou peut-être participer à un comité citoyen pour faire ajouter un arrêt à l'intersection où vous avez eu votre accident de voiture, par exemple. Ça peut être aussi des activités reliées à la communauté, mais pas nécessairement à un événement personnel qui vous est arrivé. Ça pourrait être simplement faire du bénévolat à l'aide aux devoirs dans votre quartier ou faire le nettoyage des berges du quartier au printemps, par exemple.
En faisant du bénévolat pour une cause qui nous tient à cœur, on va avoir le sentiment de redresser une certaine injustice sociale, d'aider les autres dans notre communauté, et on va aussi rencontrer des gens qui ont des mêmes causes sociales à cœur. Donc ça peut nous aider à retrouver un sens de communauté et se créer un cercle social positif en même temps. Dr Kappa souligne aussi qu'en faisant des activités comme du bénévolat, ça peut aider les gens à avoir un sentiment d'auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est se sentir capable d'accomplir des tâches, de se sentir en contrôle de ses capacités, de se dire OK, ça a l'air difficile, mais je sais que je suis capable de le faire, puis tu sais quoi, je vais le faire. Et en recherche, c'est démontré que les gens qui ont un bon sentiment d'auto-efficacité, ils sont plus capables de mettre de l'énergie sur leur santé à eux-mêmes et de suivre les recommandations de leur médecin parce que justement, ils se sentent capables de le faire. Un peu plus près de chez nous, à part le bénévolat, il existe aussi des groupes de partage puis des groupes d'entraide où les gens qui vivent avec des douleurs chroniques peuvent se rassembler, partager leur expérience, échanger des conseils, mais surtout se sentir compris par d'autres personnes qui vivent aussi avec des douleurs chroniques. Si vous ne savez pas trop par où commencer, ça pourrait être un bon point de départ. Je vous invite à consulter votre CLSC ou encore mieux, aller visiter le site web de l'Association québécoise de la douleur chronique, l'AQDC, que vous pouvez trouver au site web aqdc.info. L'information va être dans la description de l'épisode du balado. Un des bénéfices de participer à un groupe d'entraide, au-delà de sortir de chez soi puis de rencontrer des gens qui vivent des situations similaires, c'est de pouvoir justement s'entraider entre personnes qui vivent avec des douleurs chroniques. Les membres du groupe se partagent souvent des trucs sur comment bien communiquer avec son médecin, comment parler à sa famille de sa douleur chronique, comment parler avec son employeur. On peut aussi écouter des témoignages de personnes qui sont passées par des épreuves difficiles, mais qui ont réussi à trouver un équilibre dans leur vie. Une autre chose qu'on peut apprendre en participant à un groupe d'entraide, c'est comment se créer une routine qui inclut des activités. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez explorer et c'est à vous vraiment de faire le premier pas. Dr Kappa s'explique qu'il y a des gens qui seront peut-être pas à l'aise de rejoindre un groupe d'entraide pour des personnes vivant avec des douleurs chroniques. C'est comprenable. En fait, elle explique que de faire partie d'un groupe d'amis ou un groupe de personnes qui partagent n'importe quelle activité peut avoir des bénéfices thérapeutiques. Juste le fait de passer du bon temps ensemble, de faire une activité qu'on aime, ça peut avoir des bénéfices. Il faut juste trouver quelque chose qu'on aime, qui nous motive et qui nous encourage à sortir de chez soi. Donc, en résumé, Dr Kappa souligne l'importance de notre environnement social et nous encourage à sortir de chez soi, faire des activités qu'on aime et trouver des groupes de gens qui vont nous faire sentir mieux. Maintenant, pour parler de notre environnement physique, mon ami Maxime Miro a eu la gentillesse d'accepter de faire une entrevue avec moi. Vous allez maintenant écouter cette entrevue. Bonjour Maxime, merci vraiment d'avoir accepté de participer à notre entrevue. Maxime, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs? Certainement. Donc, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si c'est le déjeuner, le souper, mais j'espère que vous êtes bien installés. On va avoir une belle discussion aujourd'hui. Moi, c'est Maxime Miro. Je suis ergothérapeute. J'ai fait des études au niveau doctoral en 2018 et 2022. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré la magnifique Alice Bruno. On a eu un cours ensemble. Et puis voilà, c'était très, très plaisant. Et puis c'est toujours un plaisir de parler, de discuter et de collaborer avec toi, Alice. Oh, merci, Maxime, c'est gentil. Maxime, tu es ergothérapeute, donc tu es un professionnel de la santé qui fait du travail clinique, donc tu es proche des gens. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment puis qui sont pas familiers avec ce métier-là, l'ergothérapie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, là, c'est quoi que ça fait un ergo? Certainement. Donc, à mon avis, là, on arrive à mieux saisir c'est quoi l'ergothérapie si on le dit en anglais. Donc, c'est Occupational Therapist en anglais. Donc, si je fais une traduction libre, c'est thérapeute de l'occupation. Parce qu'au final, c'est ça qui est vraiment central à l'ergothérapie, c'est l'occupation. Donc, en d'autres mots, c'est quoi l'occupation? C'est tout ce qui est important pour une personne. Donc, si une personne vit une situation d'handicap, par exemple, va avoir un accident de voiture puis va se briser une jambe, ou
Un autre exemple, c'est un enfant qui a de la difficulté à être un bon étudiant, donc par exemple en lien avec un TDAH, donc un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bien, ça, c'est toutes des situations de handicap qui vont avoir une influence sur comment que la personne fonctionne au quotidien. Donc, si je reprends l'exemple de la personne qui a eu un accident de voiture et puis qui s'est brisé la jambe, ben, même si la personne a une chirurgie, puis bon, elle est stable au niveau médical, ben, ça reste quand même que la personne n'arrive pas à faire des choses de la vie quotidienne, comme s'habiller, comme marcher, comme aller au travail. Donc, l'ergothérapeute veut toujours promouvoir l'occupation de cette personne-là. Et puis, comment qu'on va faire l'intervention? Ben, on va d'abord essayer de stimuler, donc essayer, par exemple, de faire des mises en situation avec la personne, comme d'être debout, d'être en train de cuisiner, d'être en train de s'habiller. Et puis, éventuellement, ben, c'est ça, on peut stimuler la personne dans ces tâches-là et puis trouver peut-être des stratégies qui vont arriver à, comment je pourrais dire ça, à compenser leur déficit. Donc, la personne qui a une jambe brisée, ben, est peut-être plus capable de se pencher. Donc, c'est là qu'on va pouvoir avoir des outils. Par exemple, une pince à long manche. Hein. Donc, si on utilise un petit peu notre côté imagé, créatif, c'est comme un genre de petite gâchette avec un long manche avec une petite pince au bout. Ben, ça peut nous aider finalement à vaquer à nos occupations. Si je prends l'exemple ouais, un étudiant qui a de difficultés à cause d'un TDAH, ben, puis qui n'est pas capable de porter son attention à ce que l'enseignant est en train de faire, ben, puis qui finalement ben, est en train de déranger les autres étudiants, ben, est-ce que l'ergothérapeute peut aider à stimuler la personne, entraîner le cerveau avec différentes activités? Et puis, si jamais c'est difficile un petit peu encore là, oui, c'est beau, on a eu des progrès, mais qu'on n'arrive pas au niveau qu'on voulait pour être capable d'avoir une bonne attention, euh, d'avoir un jeune qui est capable d'être 100% attentif au professeur, est-ce qu'on peut modifier son environnement? Est-ce qu'on est capable d'ajuster la chaise, le bureau? Est-ce qu'on peut peut-être lui donner un crayon spécial sur lequel il peut jouer avec une genre de bille? On peut-tu lui permettre d'avoir un chewing-gum, hein, une gomme à mâcher, pour être capable de le stimuler? Parce qu'on sait que ces personnes-là, par exemple, un étudiant qui a un TDAH, ben, c'est difficile pour lui de mettre l'attention sur la tâche en avant de lui parce qu'il a besoin d'être stimulé. C'est pour ça qu'il va aller chercher de droite à gauche. Donc, en modifiant l'environnement, en entraînant l'individu, ben là, on arrive justement à faire en sorte que l'étudiant est capable d'être concentré. Donc, c'est un petit peu ça, des exemples là, très grossiers. Puis c'est la même chose qu'on pourrait dire par rapport à une personne qui a des douleurs chroniques, par exemple, des douleurs persistantes. Donc, la personne a des douleurs. Est-ce qu'on peut la stimuler à travers des tâches, à travers des mises en situation qui sont proches de son quotidien? Des fois, les personnes qui ont des douleurs chroniques, par exemple lombaires, ben, ils ont de la misère à se pencher. Est-ce qu'on peut développer d'autres stratégies pour arriver à se pencher? Et puis, quand que ça s'est mis en place, ben, est-ce qu'on peut le stimuler pour finalement entraîner les structures qui entourent le dos? Et puis, plus que ça, souvent, quand on a des douleurs chroniques, ben, il y a d'autres éléments là, qui sont en jeu. Et bien, est-ce qu'on peut faire des interventions qui vont faire en sorte qu'au final, c'est vraiment les occupations qui sont au centre de la personne? Par exemple, un travail, par exemple, prendre son enfant ou son petit-enfant ou faire des choses de la vie quotidienne comme cuisiner. Longue Super. explication, mais Oui. ça demande quand même certaines mises en contexte. Mais c'est super. Je pense que tu nous as donné vraiment des beaux exemples concrets pour que les gens là, à la maison comprennent là, vraiment ce que tu fais. Là. Fait que c'est vraiment varié. Mais moi, ma question pour toi, c'est que j'imagine que tu travailles pas avec toutes ces clientèles-là. C'est quoi, toi, ta spécialité? Avec qui tu travailles d'habitude? Donc, exactement. Donc, moi, c'est sûr que, tu sais, je donnais des exemples à titre indicatif, mais moi, la clientèle avec laquelle je travaille le plus, c'est des personnes qui ont des blessures musculo-squelettiques. Donc, en termes là, faciles, c'est tous les bobos, on va dire, en lien avec les os, puis les muscles, les articulations, les ligaments. Donc, tu sais, je donnais l'exemple d'une personne qui a un accident de la route puis qui se brise la jambe. Ben ça, c'est
une difficulté musculo-squelettique. Quelqu'un qui est en situation de travail puis qui va se blesser avec un problème là, que j'appelle souvent un HIT, hein, donc une tendinite, une bursite. Ben ça, c'est souvent les personnes avec lesquelles je travaille. Et puis souvent, ces personnes-là me sont référées et sont dans la phase qu'on appelle aiguë. Donc, ils sont blessés, ils ont déjà eu leur rencontre médicale avec leur médecin, puis ils ont déjà commencé une prise en charge en physio, et éventuellement, ils viennent me voir en ergothérapie pour justement faire une réadaptation orientée vers une réinsertion professionnelle, donc pour réintégrer le milieu de travail. Et puis, ce qui est intéressant avec ces personnes-là, c'est que je les vois avant qu'ils sont en douleur chronique. Super. Donc, vraiment, je pense que tu es un professionnel de la santé là, qui a une très grande valeur, justement, parce que tu peux peut-être aider les gens à ne pas aller vers une douleur chronique, à plutôt arrêter le cycle de la douleur tôt dans le développement. Fait que c'est génial. C'est le but. Des fois, c'est pas facile parce que, tu sais, il y a plusieurs, je vais l'appeler comme ça parce que pour moi, ça parle. Il y a plusieurs ingrédients hein, dans une blessure qui font en sorte que la blessure évolue plus ou moins bien. Hein. On parle de facilitateurs, on parle de barrières. Je pense on va en parler Oui, d'une en particulier aujourd'hui. oui, justement, c'est ça. On parle des ingrédients là, dont tu mentionnes qui vont faire en sorte que la douleur pourrait être pire ou elle pourrait s'améliorer. Donc, l'ingrédient dont on parle aujourd'hui, là, on parle vraiment de l'environnement. On parlait un petit peu plus tôt de l'environnement social, mais on peut aussi parler de l'environnement physique. Puis là, quand je dis environnement, je parle pas de sauver la planète, changement climatique. Là, je parle de l'environnement autour de nous. Tu sais, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on travaille. Est-ce qu'on est en ville? Est-ce qu'on est en campagne? Est-ce qu'on a des marches à monter pour aller jusqu'à notre appartement ou est-ce qu'on habite au premier étage? Donc, comme on sait là, que l'environnement autour de nous, par exemple notre environnement de travail, peut influencer notre douleur, comme tu viens de le dire, comment est-ce qu'un ergo peut nous aider à modifier cet environnement-là, justement pour améliorer notre douleur? Qu'est-ce qu'on peut faire là, concrètement? Ouais. Ben, merci pour la question, là. Elle est très pertinente. Et puis, dans le fond, dépendamment de pourquoi vous nous écoutez, est-ce que vous êtes quelqu'un qui vit avec une condition douloureuse? Est-ce que vous êtes un proche aidant? Est-ce que vous êtes peut-être un professionnel de la santé? Ben, je pense que ça vaut quand même la peine de s'attarder à cet aspect-là de l'expérience de la douleur, hein. Donc, on parle ici de l'environnement. Comme Alice nous le mentionne, on peut parler de l'environnement, mais l'environnement peut prendre peut se manifester plutôt de plusieurs manières. Donc, oui, il y a l'environnement physique, donc quelqu'un qui va travailler, par exemple, un travail en chaîne, où est-ce qu'on travaille souvent en hauteur, bien, les exigences de l'emploi font en sorte que bien, ça demande d'avoir une très bonne endurance au niveau des épaules et du cou, parce qu'on travaille beaucoup en hauteur avec les bras. Ça, c'est certain. Mais il y a aussi d'autres composantes à l'environnement. Par exemple, l'environnement plutôt hiérarchique au niveau du travail. Donc, je donne un exemple concret. Quelqu'un qui va se blesser, qui va avoir un problème en hit aux épaules ou au cou, et puis que finalement, ça prend beaucoup de temps donc de régler justement la blessure ou de régler la douleur, ben on peut s'attarder vraiment aux problèmes physiques. Donc, on va regarder au niveau de l'épaule, est-ce que l'intégralité des structures est toujours bonne? Est-ce qu'il y a encore de l'inflammation? Est-ce qu'il y a une bonne force? Est-ce qu'il y a une bonne endurance? Mais des fois, comme je l'ai expliqué tantôt rapidement, l'expérience de la douleur, il y a plusieurs ingrédients qui vont rentrer en compte dans la sévérité de la douleur et puis des fois qui vont faire en sorte que la douleur est disproportionnelle par rapport à la lésion. Donc, quelqu'un qui a un problème en hit à l'épaule, on peut voir que finalement, ben, euh, on a fait des scans, puis tout nous semble beau. C'est vrai que quand on évalue la force et l'endurance, ça me semble aller bien. Alors pourquoi que la personne a encore des grandes douleurs? Ben, c'est sûr que c'est rapidement dit, mais des fois, il peut y avoir des éléments un peu plus insidieux, des éléments un peu plus sournois qu'il faut prendre en compte. Donc, moi, j'ai déjà eu des cas de patients où est-ce que ben, le lien avec l'employeur était bon. Donc, on avait un employeur qui était très compréhensif, qui voulait faire un retour au travail progressif. En d'autres mots, c'est de dire, ben, au lieu de faire un retour au travail, de passer du contexte de la réadaptation où est-ce qu'on s'entraîne à boum, temps plein, ben, on y va par exemple des demi-journées,
Après ça, on fait des journées pleines, mettons les lundis. Après ça, les lundis, mercredis, vendredis. Bon, vous voyez un peu venir. Fin de la parenthèse. On se rend compte que cette personne-là, par exemple, a travaillé en binôme avec quelqu'un d'autre. Puis qu'on voyait que cette personne-là s'entendait vraiment pas bien avec son binôme. Donc, c'est sûr que, tu sais, quand on parle de l'environnement, il y a ça aussi à prendre en considération. Donc, dans la réponse, j'ai sous-entendu que, oui, il peut y avoir des liens avec l'employeur qui sont importants de prendre en considération quand on fait un retour au travail, mais aussi les liens avec les collègues. Des fois, de juste voir, OK, est-ce que la personne avec laquelle je suis en train de travailler pour faire ma réadaptation, ben, est-ce qu'elle a un bon lien avec ses collègues? Est-ce que ses collègues comprennent qu'est-ce que cette personne-là vit? Parce que, tu sais, des fois, ça peut paraître un peu anecdotique, mais la personne peut vivre un certain stigma, tu sais, là. Puis des fois, ça peut paraître drôle, mais c'est vraiment la personne, la perception de la personne. Donc, c'est là qu'un ergothérapeute peut vraiment venir travailler avec l'individu qui a des douleurs pour être capable de creuser puis de poser la question, OK, ben, est-ce que le stigma que la personne est en train de m'énumérer, est-ce qu'il est réel? Donc là, c'est là qu'on peut aller justement parler à l'employeur, essayer de creuser un petit peu. Et puis une discussion avec l'employeur, là, ça peut être très, très révélateur. Là, on peut vraiment voir qu'effectivement, ben, le stigma provient de l'employeur ou provient des collègues. Ou des fois, là, ça peut paraître vraiment, je vais le dire comme ça peut paraître vraiment nono, là. Mais des fois, c'est vraiment l'individu avec qui on travaille qui perçoit qu'il y a un stigma alors qu'il n'y en a pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'est important Mhm. de vraiment creuser, puis vraiment aller regarder c'est quoi l'impact de l'environnement. Là, je donne l'exemple d'un environnement de travail. Donc, voir c'est quoi l'impact de l'environnement, puis c'est quoi que la perception que la personne a de cet environnement-là pour, des fois, justement, aller gratter, voir s'il y a des éléments qui sont considérés comme des barrières à la réadaptation ou à l'expérience de la douleur. Ou des fois, c'est l'inverse, hein, c'est vraiment des facilitateurs. Euh, je ne l'ai pas mentionné dans mon introduction, mais petit fait anecdotique, j'ai travaillé 3 ans en Suisse, puis là-bas, j'ai travaillé avec une personne qui avait des grandes, grandes douleurs, justement là, au cou, au poignet. Et puis cette personne-là, c'était vraiment, vraiment intense. La douleur et la peur qu'elle avait de retourner au travail. Et puis, quand je parlais à l'employeur, aux collègues, là, tout le monde était tellement gentil, tout le monde avait tellement hâte que cette personne-là retourne au travail, tout le monde était vraiment, vraiment sweet, tellement gentil. Mais c'est cette personne-là qui percevait tellement le retour au travail comme une grande, grande montagne. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait avec cette personne-là? C'était tout simple. C'était juste de s'imaginer conduire et arriver dans le stationnement. On commençait vraiment à la base. Donc, juste de s'imaginer à faire ça, ben, c'est quoi les réactions que ça avait au niveau physique? Ben, la personne, elle avait les mains moites, elle stressait. Je voyais justement que les épaules montaient très, très haut. Hein? Donc, on voyait qu'il y avait beaucoup de tension au niveau des épaules, du cou. Donc, on reproduisait les patrons douloureux. Donc là, à ce moment-là, ben, justement, on faisait une intervention par rapport à ça. On regardait c'était quoi sa réaction physique. On essayait de voir si effectivement la manière qu'elle voyait cette montagne-là correspondait à la réalité. Et puis, ben justement, ben, c'est là qu'on faisait du cheminement avec la personne. J'imagine que ça arrive quand même assez souvent que des gens ont cette espèce de barrière là, psychologique qui va affecter leur corps par rapport à la douleur, comme quoi, Hey, je me suis blessée au travail, mes collègues, il nous manque du personnel, mes collègues vont devoir rattraper tout le travail que je suis pas capable de faire. Ils doivent se sentir peut-être même coupables des fois de manquer du travail justement, puis de pas être revenu plus tôt. Est-ce que ça arrive des fois? Oui, absolument. Donc, le sentiment de culpabilité peut être présent dans certaines professions beaucoup plus que d'autres. Tu sais, c'est quand même très tendance, très d'actualité en ce moment, mais tout ce qui est soins infirmiers, euh, j'ai Mhm. beaucoup de préposés aux bénéficiaires, j'ai beaucoup d'infirmières auxiliaires, j'ai beaucoup d'infirmières que justement, elles me nomment un peu cette culpabilité-là de dire le système de santé, il est précaire. Le milieu dans lequel je travaille, mon service est essentiel. Et puis là, je me blesse. Et puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que si je manque euh, du travail, si ma réadaptation prend beaucoup de temps, ben, ça fait en sorte que mes collègues, ben, finalement, ils écopent. Ce
que j'aurais tendance à dire, là, c'est le temps investi en soi pour être euh, pour faire sa réadaptation, c'est un temps bien investi parce que on l'a souvent entendu, un corps sain dans un esprit sain, c'est-à-dire que si je suis capable de faire une bonne réadaptation, par exemple dans le cas d'une blessure lombaire, c'est un temps bien investi parce que d'avoir une bonne musculature, une bonne blessure qui est vraiment bien réadaptée avec un bon retour au travail, c'est effectivement un retour au travail qui est durable et c'est souhaitable. Donc, c'est sûr qu'on veut garder un lien avec l'employeur, on veut garder un lien avec les collègues. C'est pas toujours possible parce qu'il y a des contextes de travail qui ne le permettent pas. Mais moi, ce que j'aime faire là, très, très tôt, c'est de dire, par exemple, à quelqu'un qui s'est blessé en situation de travail, de dire, garde un contact avec tes collègues, texte-les. S'il y a des activités qui sont proposées, d'aller prendre un lunch, un café, fais-le. Parce que de garder ne serait-ce qu'un petit contact avec soit l'employeur, soit les collègues, ça va garder le lien à l'emploi actif et ça va être un facteur qui va prévenir justement un arrêt de travail prolongé au-delà de 6 mois. Et si jamais on a des auditeurs qui nous écoutent, puis ça fait longtemps qu'ils ne sont pas retournés au travail, ne culpabilisez pas, ne soyez pas stressés par rapport à l'information que je viens juste de vous donner. Concentrez-vous sur qu'est-ce que vous êtes capable de faire en sorte que votre condition va s'améliorer et puis laissez là, les choses dans lesquelles vous n'avez pas de pouvoir décisionnel ou de changement. Laissez-les de côté, concentrez-vous vraiment sur qu'est-ce que vous pouvez faire. Et puis, si jamais c'est quelque chose qui résonne chez vous, eh bien, prenez le téléphone, textez, prenez un coup d'appel avec votre collègue préféré, avec votre supérieur. Puis, tu sais, dans la mesure du possible, ayez juste une discussion, tu sais, en lien avec votre blessure ou pas, juste garder un lien, ça peut vraiment faire un long chemin là, pour ce qui est du retour au travail. C'est un super bon conseil. Merci, Maxime. Super, génial. Si j'ose, dans le fond, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a effleuré un peu le sujet. Donc, j'ose plugger un peu là, mes propres initiatives. Donc, moi, c'est Maxime Miro, mon nom. Je suis ergothérapeute. J'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle La réadaptation sans complexe, dans laquelle j'aborde plusieurs éléments, comme le flow, comme des approches en ergothérapie. Je parle aussi de plusieurs sujets, donc pas seulement de la douleur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben mettez ça sur votre moteur de recherche préféré. J'ai aussi là, ma propre clinique virtuelle qui s'appelle Ergo Lanaudière. Donc, j'ai une page Facebook. Pourquoi j'ose vous en parler? C'est pas seulement pour plugger mes services, mais que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, bien, vous pouvez aller rejoindre et suivre la page Facebook parce que sur la page Facebook, je publie régulièrement plein d'éléments qui concernent la réadaptation. Donc, si c'est des éléments, plutôt si la réadaptation vous intéresse, ben, je vous encourage à suivre et la page Facebook d'Ergo Lanaudière ou la chaîne YouTube qui s'appelle La réadaptation sans complexe. Et puis, si jamais vous avez des questions, des commentaires, ben, c'est toujours un plaisir là, d'interagir avec la communauté qui est passionnée de réadaptation, comme nous le sommes, nous deux, Alice et moi. Maxime Miro, ergothérapeute, mon ami, ancien camarade de classe. C'était un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. J'espère continuer de te voir sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce que tu fais. Merci encore d'avoir accepté de parler avec nous. C'était vraiment plaisant. Puis à bientôt. Ça marche, salut! Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!